Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre site internet. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre particulièrement touchant, émouvant, parce que, bon, on en parlera. Je veux parler du livre de Maurice Dorech, Négritude et judéité, balade en noir et blanc. Et avant tout, je dis bonjour Maurice. Bonjour Monique. Maurice, votre livre est particulièrement riche. On pourrait faire 3, 4, 5 émissions. Je vais vous présenter en très peu de mots, parce que je voudrais surtout vous laisser la parole. Vous avez une formation de médecin. Vous avez été psychiatre en Afrique, qui est votre terre de prédilection pour ce livre, mais vous avez beaucoup voyagé. Et je l'ai lu comme le rapport d'un ethnologue. Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment le résumé de ce livre. Et si, quelque part, on pourrait dire que tout a démarré un petit peu avec votre rencontre avec Eliane Amado-Valenzi, dont j'ai beaucoup apprécié tous les livres et les reportages et les conférences. Et en fait, j'ai envie de vous dire, pour démarrer tout de suite, vous faites allusion aux Juifs de gauche à Paris, dont vous avez connu tous les milieux, qui ont été peut-être les moins tolérants. Alors, Maurice, sur cette question cruciale d'ailleurs. Oui, non, peut-être pas les moins tolérants, mais les plus étonnés. Effectivement, l'idée qu'on puisse rassembler dans un même ouvrage les Juifs et les Noirs les ont beaucoup étonnés. Parce que bien évidemment, à gauche, il y a une idéologie et le bon noir, c'est un anticolonialiste. Et puis, c'est ce qu'on attend d'un Africain vu de la gauche. Donc, ils ont été très étonnés qu'il s'agissait de toute autre chose. Et en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait juif et le fait noir. Il y a un fait noir, il y a une civilisation, il y a une pensée. Donc, et justement, on va tout de suite dire que le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas mon sujet majeur. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les Juifs et les Noirs, leur vie, leurs pensées, leurs relations, leur cuisine, leur musique. C'est les rencontres entre personnes et civilisations. Donc voilà, il y a eu une fermeture idéologique de personnes qui, pour certaines aussi, connaissaient pas du tout le judaïsme. Donc, effectivement, j'ai présenté un livre, le premier livre, La beauté de Cham, qui est sorti en 1992, et je l'ai présenté dans plusieurs milieux juifs, et j'ai vu que c'était effectivement les réactions, mais il y a aussi partout, dans tous les milieux, j'ai eu une très bonne ouverture. Dans tous les milieux, la discussion a été ouverte, mais j'ai été étonné que les réactions, les quelques réactions les plus négatives, je les ai trouvées chez les Juifs de gauche. Alors, le pendant à cet accueil mitigé de la gauche juive, ça a été aussi les milieux religieux alariques, pour qui tout est vraiment catégorique, c'est tout ou rien. Ah, exactement. Alors là, du côté des Juifs religieux, ah ben, c'est très simple. Un Juif, c'est une personne qui respecte le Shabbat et les lois alimentaires. Donc, ou bien la personne entre dans le processus complet avec l'observance du judaïsme. Et là, bien sûr, dans toutes les communautés, qu'elles soient libérales ou ultra-orthodoxes, on trouve des personnes
d'origine africaine dans tous les milieux. Mais une personne qui a un simple intérêt intellectuel ou qui se présente juif pour telle ou telle raison culturelle, bon, ça n'intéresse pas les Alors, Maurice, religieux, bien sûr. on va démarrer tout de suite Oui, avec l'Éthiopie. l'Éthiopie. J'ai trouvé votre chapitre vraiment très, très riche et très. On ne peut pas ne pas faire un clin d'œil au Shirachirim. Je précise aux auditeurs que Maurice Dorès, qui est également cinéaste, vit entre Paris et Tel Aviv et étudie à Bnei Brak. Ce n'est pas innocent. Ça veut dire que vous êtes tout à fait en connaissance des textes bibliques et que vous en parlez en connaissance de cause. Alors, j'ai envie de vous dire, le Shirachirim, cette belle femme noire. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Parce que ça va démolir pas mal d'idées reçues. En fait, vous prenez justement l'existence du monde noir dès l'origine dans la pensée juive. Oui, mais pour revenir à Bnei Brak d'abord, j'ai eu la chance de rencontrer un couple, Marlene et Amados, une Israélienne Oh, et qui un sont magnifiques, Togolais. magnifiques. Et je vous parle tout de suite du dernier chapitre du livre, ces rencontres intellectuelles, artistiques et amoureuses. Donc, à travers l'histoire de ce couple, il y a une visibilité des relations israélo-africaines, qui d'ailleurs n'est pas traitée dans le livre. Elle avait été traitée dans un premier livre, dans La beauté de Cham. Donc, c'est ça qui m'a amené à Bnei Brak. C'est pas une adhésion particulière à telle ou telle tendance. Il se trouve que les enfants de Marlene Amados sont très observants, ce sont des Hasidim de Bnei Brak. Donc, j'ai rencontré Sami Grimbert, qui est le fils de Marlene, qui a de fortes connaissances talmudiques. Et pour moi, c'est un plaisir, chaque semaine, quand je suis à Tel Aviv, d'aller à Bnei Brak et d'étudier le Talmud avec lui. Donc voilà. Alors, justement, il y a de très très belles rencontres dans ce livre. Si vous nous parliez des Hébreux noirs de Dimona. Oui, c'est ça. Les Hébreux noirs bon, on n'a pas parlé des Juifs d'Éthiopie, mais le lecteur Vous allez y revenir, vous allez y revenir. va trouver tout ce qu'il faut sur les Juifs d'Éthiopie. Et puis, il y a aussi beaucoup de spécialistes, beaucoup de livres à lire. Alors, donc voilà, tout le monde pense au Bêta Israël, puisque maintenant, les Juifs d'Éthiopie, on les appelle les Bêta Israël. Mais il faut savoir que quand on se promène en Israël, on rencontre beaucoup de Noirs, de toute variété, de toute origine, qui ont des histoires collectives, individuelles. On trouve toutes ces situations dans le livre. Et effectivement, il y a cette histoire, il y a 1000 ou 2000 Noirs américains qui se nomment eux-mêmes les Hébreux israélites, qui se disent descendants, c'est leur histoire qui part de la vision d'un Messie avec des guillemets, Carter, disons, Ben-Ami, qui ont voulu retrouver, qui ont dit retrouver leurs ancêtres en partant en Israël. Et ils ont des coutumes très particulières. Ils sont polygames, ils sont végétariens, bien sûr, ils lisent la Torah. C'est toute une communauté très particulière qui a été d'abord, évidemment, pas très bien acceptée quand ils ont tout de suite refusé de se convertir au judaïsme, parce qu'ils prétendaient qu'ils étaient les seuls juifs authentiques. Donc, les premières relations avec l'État d'Israël, manifestations, expulsions, et puis petit à petit, la situation a changé. En 2003, ils ont obtenu un certificat de résidence. Ils sont très appréciés pour leur musique.
il y a même des représentants des Hébreux noirs qui ont, qui ont représenté Israël dans une Eurovision. Donc, ce sont des Américains qui parlent un excellent hébreu, parfois même, ils ont tellement voulu changer. En fait, leur histoire, c'est de ne plus vivre justement dans les ghettos de Chicago ou tout des à villes fait. américaines. Certains ont un passé aussi assez difficile et ils retrouvaient une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être, une nouvelle morale en Israël, mais à condition de rester eux-mêmes. Alors, Maurice Dorès, par vous, j'ai découvert à Sfat un prince, le Oui, petit-fils d'un roi du Zimbabwe, fils lui-même d'ambassadeur. Je veux parler de Nathan Gamzide, qui est chassid et qui vit à Sfat. Et il y a de très, très belles rencontres dans ce livre. oui, ce livre, c'est surtout un livre de rencontres. C'est c'est effectivement, bon, donc je rappelle que j'avais écrit La beauté de Cham en 1992, Monde juif, monde noir, et beaucoup de chercheurs, beaucoup de personnes sont venus vers moi et m'ont fait découvrir une, euh, tout un ensemble de situations, d'histoires personnelles, de gens qui se tournent ou vers Israël ou vers le judaïsme, et ça représente des rencontres, oui, étonnantes, comme ce prince sud-africain qui est devenu juif observant installé à Sfat. Alors, Donc, Maurice, si vous nous parliez des traces juives en Afrique, parce que là, je voudrais faire un petit coucou à la famille Samantar, puisque nous étions très amis. Monsieur Samantar a disparu, il était ambassadeur oui, en Somalie, et qui nous disait, vous savez, en Somalie, sur les hauts plateaux somaliens, il y a une tribu qui ne se déplace qu'avec le bâton de Moshe. oui, J'ai toujours été vraiment émerveillée par ce récit de Monsieur Samantar, à qui je fais vraiment allusion parce que Zechrono Libraha, il nous a quittés il y a quelques années maintenant. Et si ses enfants nous écoutent, cela permettra à son âme, vous savez ce que dit la tradition juive, de s'élever. Alors, les traces juives en Afrique, Maurice Dorès, parce que vous il y avez en a beaucoup. étudié le Cap-Vert, le Nigeria, le Ghana, le Congo. C'est extraordinaire. Voilà, là, il y a encore beaucoup de rencontres. On trouve des traces juives, euh, des, euh, des histoires, des tombes aussi. Et je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a l'Afrique est tellement est tellement vaste. Mais je pense par exemple aux recherches de Jacob Olliel. Jacob Olliel a des descendances sahariennes. Donc, on a même pensé qu'il y avait un royaume juif ou karaïte au XVe siècle. Il y a eu bien sûr tellement de migrations de populations juives. Je pense à un Malien, euh, euh, Diadé Haïdara, qui a retrouvé des archives euh, où on voyait que les Juifs ont traversé le Sahara et ont laissé des descendances en Afrique. Comme, et, et avant même que cette histoire soit publiée, j'ai un ami qui m'avait dit il y a très longtemps, et je ne faisais pas encore de recherche sur le sujet, il avait rencontré un Malien qui lui avait dit, moi, mon père m'a dit que nous sommes des bannis Israël. Mais c'est un secret. C'est un mot qu'on se transmet de génération en génération. Nous sommes des bannis Israël. Et personne n'en parlait. Et depuis, les choses ont changé. Des Maliens dans la boucle du Niger se sont réunis
Et il y a une association de Bani Israël au cœur du Mali. Et on trouve aussi des écrits, des parchemins, des traces. Là, on n'a pas assez de temps pour développer toutes ces recherches, mais elles sont bien En établies effet, parce dans… que, comme je vous le disais, on pourra vraiment passer et faire plusieurs émissions, mais comme je sais que vous avez quand même très envie de parler de l'Éthiopie et moi de vous entendre, je voudrais quand même que vous nous parliez de la fête du Sigd et du Siada. Parce que quand on rencontre les groupes éthiopiens au Kotel à Jérusalem, avec les couleurs, les parapluies bariolés, mais c'est magnifique. Voilà. Alors, je conseille à ceux qui nous écoutent de ne pas rater le Sigdiata s'il se trouve en novembre en Israël. Alors, le Sigdiata, on parlera du Sigd après, c'est la grande fête des Éthiopiens. Mais le Sigdiata, c'est tout simplement une sorte de festival qui se passe à la Cinémathèque de Tel Aviv en novembre. Et il y a des défilés de mannequins, des films, puisque les Éthiopiens, les Bêta Israël commencent à faire des films, des pièces de théâtre, des conférences. C'est très convivial, surtout beaucoup de musique, bien sûr, n'oublions pas la musique. Donc voilà, là, le Sigdiata, c'est une très belle fête et je me souviens par exemple aussi d'une représentation où c'est un Éthiopien qui arrive avec une valise et pendant 1 heure, il sort de sa valise tous les objets de la culture éthiopienne. Le café, un drap pour se draper dans le très beau costume traditionnel. Et à travers de ces objets, son idée, c'est de faire connaître l'Éthiopie en 1 heure. Et son spectacle passe aussi dans les écoles. Et c'est intéressant, c'est l'idée de pouvoir instiller la culture éthiopienne dans la culture israélienne. C'est pas facile. Oui. Bon, et maintenant, bon, ça c'est à Tel Aviv. Alors à Jérusalem, évidemment, c'est tout autre chose. C'est la grande fête du Sigd qui commémore la restauration de Jérusalem par les prophètes Ezra et Néhémie. Donc les Éthiopiens fêtent cela depuis des siècles. Et depuis quelques années, cette fête est devenue une fête nationale israélienne. Et c'est autour du 29 Rejban, je crois. Et là, tout le monde est présent, le maire de Jérusalem, le président de la République. Je me souviens par exemple du dernier discours du président de la République. Pour parler de Jérusalem, il ne parlait pas de Yerushalayim, il parlait de Jérusalem. Il prononçait Jérusalem avec la prononciation amharique, ce qui me plaisait beaucoup. Donc, et il y avait aussi un discours de Tamano Ptina Chata. Il faut savoir que cette jeune députée Il y a eu 2 députés éthiopiens. éthiopienne élue à la Knesset a été nommée dans le dernier gouvernement ministre de l'intégration. Et c'est très important parce que je me souviens d'un Sigd où une femme avait protesté, elle dit la ministre s'occupe mieux des Russes que des Éthiopiens. Bon, et finalement maintenant, la ministre, elle est éthiopienne. Quelle merveille. Enfin, on pourrait passer. Alors, bien sûr, on pourrait éventuellement parler d'autres. La musique traverse beaucoup votre livre, en fait. Hein. Je pense Oui, beaucoup à Yael Naïm, à Jacques Jacques Schwartzbach. Schwarzbart. Vraiment, ça traverse votre livre. Oui, la musique, c'est majeur. Oui, La je musique, c'est comprends. majeur. Et, et c'est un thème de rencontre entre les Juifs et les Noirs. Et je vous remercie d'ailleurs de ne pas m'avoir posé des questions de Juifs et Noirs, oppression, Non, persécution. Voilà, c'est non, bon. c'est pas du tout Et mon il y a chapitre. d'autres, et justement, j'essaie de sortir de ce discours qui vient automatiquement et, et de m'éloigner des clichés pour montrer qu'il y a bien d'autres liens
entre juifs et noirs. Effectivement, la musique, c'est un lien très important. Et il y a même des, des musiciens qui ont créé un orchestre qui s'appelle Afrosémite. Et il y a du jazz, du klezmer, du reggae et même de la chazanout. Tout à fait. Jacques Schwarzbach aussi utilise la chazanout et en même temps s'inspire de rythmes vaudous. Donc, Eh il y a bien, des Maurice productions Borès, culturelles, il y a des rencontres, ça c'est à New York. À New York, il y a eu beaucoup de rencontres entre juifs et noirs, ce qui a créé finalement une sorte de milieu culturel métis judaïsant avec une production musicale étonnante. et pour parler de New York, il y a un café auquel vous tenez beaucoup, le Zion Café. Ah oui, alors là, si vous passez à New York, je vous disais, ne manquez pas le site Diata si vous êtes à Tel Aviv, parce que c'est aussi un livre de balade. Vous êtes à Tel Aviv en novembre. Et si vous êtes à New York, ne manquez pas, alors c'est sur Saint-Nicolas Avenue, au 763, ne manquez pas le Zion Café. Maurice Borès, je vous remercie. Je rappelle votre excellent livre qui est paru aux éditions Les Indes savantes, Négritude et judéité, balade en noir et blanc. Merci Maurice. Je vous remercie. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre site internet.